Salut les Piou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler d'expertise. On va parler de charpente évidemment. On va revenir un peu aux essentiels que j'avais un peu laissés de côté du fait que j'étais sur des dossiers qui étaient à la fois très intéressants effectivement, à la fois un peu délirants mais super enrichissants sur le plan intellectuel, et on revient sur des dossiers plus terre à terre. Alors je vous demande pardon, ça va être rébarbatif, ça va être voilà, enquiquinant. Les petits pillous, je sais, vous êtes nombreux à me regarder, ça me fait super plaisir. Je vois les stats hein, sur YouTube. Par contre, vous n'êtes pas nombreux à vous abonner, et ça me pose un problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je suis en train d'essayer de créer mon école, je ne parle pas d'une école de formation SGEG, hein, où on demande de te vider ton compte CPF pour t'apprendre tout et n'importe quoi. Je te parle d'une véritable école du bâtiment, donc une véritable école du bâtiment avec des cursus qui vont du CAP jusqu'à la licence. Sur les différents systèmes constructifs, mais qui ne soient pas sclérosés. Donc là, l'idée, c'est la même, c'est de créer une école du bâtiment qui soit ouverte à tous et à toutes, et qui permette, on va dire, d'appréhender les systèmes constructifs avec une vision qui soit efficace, qui soit une vision de terrain, et qui soit aussi une vision d'ingénierie. Donc j'ai donné des cours très récemment dans un CFA, et j'étais étonné parce que ce CFA disposait d'un cursus CAP construction ossature bois, donc avec des élèves, avec une salle de cours et tout. Et en fait, quand j'ai posé les questions si les élèves étaient capables de dimensionner une poutre de solivage, on m'a répondu que non. Alors donc, en fait, clairement, je ne vois pas l'intérêt de faire une école où tu apprends aux élèves à faire de l'ossature bois si tu leur apprends pas à dimensionner une poutre. C'est complètement délirant. On en est arrivé là, en fait. C'est-à-dire qu'on en est arrivé au stade où les enseignements qu'on va te donner, déjà à la base, c'est biaisé. C'est biaisé parce qu'on va te donner par morceau, tu sais, un sucre, on va te donner un sucre. Et ensuite, on va te donner un autre sucre. On va te dire si tu as été sage, eh ben, on te donnera le troisième sucre à la fin. Donc ça veut dire que pendant 2 ou 3 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas monter des maisons ossature bois, et on t'aura jamais expliqué ce que c'est que le fléchissement, les lancements et ainsi de suite. Ça me paraît totalement délirant, et c'est véritablement le cas. Ok, on revient à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement la question du moisage sur les fermettes, donc sur les charpentes industrielles, lorsqu'on a un départ d'incendie, lorsqu'on a 1, 2 ou 3 fermes impactées, même plus hein, d'ailleurs. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit moiser ou est-ce qu'on doit remplacer la fermette? Bon, je vais être un peu plus clair. On ne moise pas. Voilà. On ne moise pas de la fermette parce que c'est un non-sens. La fermette a pour avantage d'être ce qu'on appelle une charpente industrielle, c'est-à-dire qu'elle est industrialisée. Donc on en maîtrise les cotes, les dimensions, la hauteur, la section et ainsi de suite. Les assemblages, les connecteurs, bon, voilà. Donc venir moiser une charpente industrielle, c'est venir ajouter des bouts de bois à façon sur une charpente qui justement a été étudiée pour répondre à des moments d'effort, de manière à dimensionner correctement la section des entrées, à l'optimiser, la section des arbats, d'accord, la section des fiches et la section des contrefiches. Donc tout ça, c'est étudié. Donc quand vous venez moiser, les gars, en fait, ce que vous faites, c'est tout simplement contrarier les efforts. C'est-à-dire que quand vous venez moiser une fermette impactée suite à un départ d'incendie, vous enlevez tout ce que la fermette a de bon, c'est-à-dire l'étude structure, et vous lui laissez ce qu'elle a de plus mauvais, c'est-à-dire les faibles sections, les sections optimisées. Optimiser, ça veut dire récupérer un maximum de matière et garder une stabilité dimensionnelle. Voilà, ça veut dire ça, optimiser. Ça veut dire économiser. Les mecs, ils vont me rentrer dedans, les mecs. Donc, si vous moisez une fermette, vous lui enlevez tout ce qu'elle a d'intéressant. C'est-à-dire que vous venez créer une pseudo-charpente sur une charpente industrielle. Et clairement, c'est pas bon. D'accord donc, il y a 2 ans en arrière, et si on remonte sur 2 ans plus tôt encore, j'ai réalisé 47 greffes de charpente sur le secteur PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aucune n'a foiré. Ça a très bien marché, je veux dire, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc il n'y a pas de problème particulier à réaliser une greffe de charpente industrielle, au même titre qu'en fait c'est tout aussi facile de réaliser une moise. La seule différence, c'est que moi, quand je change la charpente industrielle par une autre charpente industrielle, elle est passée en bureau d'études, elle a été moulinée. D'accord ? Elle a été travaillée, étudiée,
lissé, on a passé le fer à repasser sur le bois pour qu'il soit bien propre. Non, non, je plaisante. Mais quand vous moisez, en fait, vous avez aucune note de calcul. Et vos moises sont pas bonnes. Vos moises ne sont pas bonnes. Vos moises vont aggraver des problématiques structurelles sur les ensembles de fermes, c'est-à-dire que vous allez contrarier les sections, et en contrariant les sections, vous allez déplacer les moments de force. En déplaçant les moments de force, vous allez ni plus ni moins que annihiler totalement la raison d'être d'une fermette, c'est-à-dire optimiser la section de bois par rapport au moment de force. Donc le moisage, c'est fini les gars. Alors vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Avec la faible neige sur la région PACA, vous ne prenez pas de risque. Mais quand vous allez arriver sur Lyon, par exemple, et au-dessus de Lyon, quand vous allez arriver sur la Savoie, bon la Savoie on n'en parle même pas, de toute manière on est quand même plus sur des fermes traditionnelles en Savoie, en tout cas en région de haute montagne, que sur de la fermette, on est bien d'accord. Mais quand vous allez arriver dans des régions un peu limites en ce qui concerne l'enneigement, les gars, faites en sorte de prendre une très bonne décennale parce que vous allez la perdre. D'accord ? Donc vous voulez bien faire, alors ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire du mauvais travail, je vous connais. Les charpentiers sont des gens humains, sont des gens bons. J'ai dit jambon, sont des gens humains. Les charpentiers sont de bonnes gens. Hein, ok et je peux me permettre de le dire, vous n'allez pas me reprendre là-dessus, les mecs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette solution-là, je sais que ce n'est pas une solution de facilité. Je sais que vous ne faites pas ça par facilité. Vous le faites parce que c'est complexe de faire un métrage d'une ferme industrielle, et notamment lorsqu'elle est déjà en place. Mais je vous en conjure, les amis, faites-le, parce que vous allez avoir des soucis, et vous allez avoir des soucis avec votre décennale, et vous allez finir par la perdre, et ce sera irréversible. D'accord ? Donc, toute la problématique en ce qui concerne la greffe en reprise de charpente après sinistre, notamment après départ de feu et combustion d'une ferme, deux fermes, trois fermes, généralement au droit du conduit de feu et sur 1 mètre, 1 mètre 20 plus loin, plus ou moins partout lorsque c'est un départ de feu qui concerne la maison complète et qui a pris sur l'isolant et qui ensuite s'est réparti sur l'ensemble des fermes. Mais dans 80% des cas, moi j'ai eu jusqu'à une ou deux fermes très régulièrement, mais jusqu'à 6 ou 7 fermes en 20% des cas à peu près. Alors, pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est intéressant ? Alors d'une part, effectivement, il va y avoir la problématique du métrage, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir parce qu'elles sont suffisamment explicites pour que vous compreniez comment on réalise un métrage de fermette in situ. Et effectivement, c'est un problème parce que quand vous êtes sur une maison neuve, si toutes vos fermes, si tous vos ensembles de fermes industrielles font 9,52 m alors que vous aviez commandé 9,50 m, ça ne pose pas de problème puisque vous êtes en dépassé de toit et vous allez faire votre empannage sur les pignons. Donc, aucun souci en ce qui concerne la pente et la dépassée de toit et la hauteur du talon. Voilà. Ça peut vous poser un problème uniquement quand vous êtes sur des chenaux encastrés ou ce qu'on appelle les chenaux nantaises. Vous me direz... chenaux havraise, chenaux nantaise, il y a tellement de termes. Moi, je dis simplement une chenot encastrée, voilà, une chenot encaissée. Par contre, quand vous êtes dans la reprise et la rénovation après sinistre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 1 cm de débord. C'est-à-dire que si votre ferme industrielle, votre fermette, si votre ferme fait 8 mètres de long, 8 mètres 40, allez, 8 mètres 42, il faudra que la ferme qui arrive fasse 8 mètres 42. Donc on ne fait pas comme on fait habituellement en maçonnerie, ou même en charpente, je vous connais les gars, on n'est pas au centimètre près, on est au millimètre. Là, il faut qu'on raisonne comme des menuisiers en fait, on est au millimètre près. Donc ça veut dire d'aller placer un fil à plomb au niveau de ta fêtière, au niveau de la jointure entre tes deux arbas. Et là, par contre, il faut être précis. Et ce que tu fais, c'est que tu le fais une fois sur un arbat, sur une ferme, et tu le fais une deuxième fois sur une ferme, voir si c'est cohérent, tu vois. Donc tu fais un report de côte. Avec un fil à plomb qui va venir à l'axe de ton entrée. À l'axe de ton entrée, tu traces à l'équerre. Ton entrée fait 140, 145 en règle générale, en hauteur. Hein, donc il va faire 30 en largeur, mais en hauteur, souvent, il va faire 140, 145. Alors tu as des petites entrées, des fois 90, 92, bon, c'est plutôt du 140. Donc tu fais ton tracé à l'équerre,
et tu reprends ton point de côte de ton axe qui descend de ton fêtage, du point zéro de ton fêtage, et tu reportes tes côtes à droite et à gauche. Alors c'est facile quand tu as un deux pans symétrique, il n'y a pas de problème. Quand tu as un deux pans asymétrique, c'est un peu plus compliqué, mais si tu as compris déjà le phénomène de base sur un deux pans symétrique, après tu es capable de tout faire. Donc tu prends la largeur de tes bois de charpente, ça va aider le bureau d'études. Tu vas prendre ta hauteur de tes bois de charpente. Tu prends ta hauteur, tu ne prends pas ce que toi tu as envie de mettre, tu prends la hauteur de l'existant, d'accord ? Tu prends tes distances. Alors effectivement, si tu es sur des encluseaux en bas de pente posés en bois, c'est facile. Le vrai travail des charpentiers, c'est-à-dire on ne maçonne pas la charpente. Par contre, si tu arrives dans le sud comme moi, où les mecs, ils te mettent du mortier de partout. Donc, si tu arrives comme moi dans le sud, tu casses, tu pètes ton mortier qui fait office d'encluseau au niveau de tes talons, et tu vas chercher donc déjà la longueur, la demi-longueur de ton entrée, et tu vas chercher la dimension exacte de ton talon. D'accord ? Donc 9 cm, 15 cm, peu importe. Tu prends ta longueur. Donc si tu as une coupe à l'aplomb, tu mets une coupe à l'aplomb, 9 cm. Si tu as un débord de toit en coupe en sifflet, tu le notes aussi. Bon, ça, je ne vais pas t'apprendre ton métier, tu sais le faire. Tu prends la dimension, la hauteur et la largeur. Donc la largeur, c'est toujours la même. Hein. La largeur de l'entrée d'une fermette, c'est toujours la largeur de l'entrée des arbats, des fiches et des contrefiches. C'est les hauteurs qui changent. Donc tu prends la hauteur de ton arbat, sur ton demi-entrée qui va rejoindre ta ligne de fêtage. Tu prends la hauteur de tes fiches et de tes contrefiches, qui souvent sont différentes. On est plutôt sur du 95-30, bon, peu importe, ça dépend où tu habites. Et tu prends tes entraxes de ferme, hein, puisque le bureau d'études va te demander à combien sont entraxées tes fermes. Tu sais qu'aujourd'hui, on entraxe à 60, 65 pour les fermes, les fermes industrielles, 60, même t'en as qui descendent à 54, je crois, mais bon. Mais à l'époque, ils entraxaient à 80. 90, donc méfiance, attention. Donc toi, tu te dis, j'arrive sur une fermette, industrielle, donc je pars du principe que c'est entraxé à 60. Non, fais attention. Dans les années 80, 90, 2000, les mecs, ils entraxaient à 80, même à 90, donc méfiance. Donc tu notes ton entraxe et tout ça, tu vas le donner, évidemment, avec ta tuile, le type de tuile, le type d'isolant et compagnie, mais ça, de toute manière, on va te le demander. Tu vas le donner au bureau d'études va le mouliner, et ça, tu le fais sur plan, hein, tu le fais sur plan au crayon. Hein, au crayon, tu n'as pas besoin d'archicad. Hein. Tu traces, je te le montrerai là, dans une vidéo, tu traces, tu fais tes relevés de talons, tu indiques toutes tes dimensions, entrée, arbat, fiche, contre-fiche, tu donnes tes angles, d'accord ? Et tu balances ça à ton bureau d'études, tu lui dis je veux le strictement identique. Et en théorie, ça passe. Voilà. En théorie, ça passe parce qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas, même si les normes aujourd'hui sont beaucoup plus importantes. On est bien d'accord qu'on est passé au zéro code, je sais plus, je te dis bêtise, zéro code 5, j'en sais rien, et que c'était pas le cas dans les années 80, je suis bien d'accord. Mais nous, on doit à l'identique. On ne doit pas une mise en conformité, on doit une remise à l'identique. D'ailleurs, je vais te dire une chose, quand tu moises sans note de calcul et sans mise en conformité. Donc nous, ce qu'on doit à l'assuré, c'est une remise à l'identique. Mais en moisant, tu n'as aucune possibilité de vérifier la véracité, ça se dit ça ? Ouais. Vérifier la véracité de tes notes de calcul, que tu ne feras pas d'ailleurs, parce que sur une moise, va m'expliquer comment tu fais une note de calcul sur une moise. Sauf si tu as des bois de bout en bout. Là, je suis d'accord. Mais des bois de bout en bout de 8 mètres, tu n'en trouveras pas de toute manière. Bon. Par contre, là, si tu passes par un bureau d'études, tu seras tranquille. Et le bureau d'études va te dire non, mais t'inquiète pas. Au pire, il va légèrement modifier les fiches et les contrefiches, tu vois, ou il va peut-être rajouter une contrefiche. Mais tes sections, elles passeront. La maison, elle a tenu comme ça pendant 40 ans, elle va pas s'effondrer demain parce que toi, tu as décidé de mettre une ferme strictement identique à toutes celles qui étaient déjà existantes. Donc, je vous vois venir avec vos questions insidieuses et salaces, les amis. Je vous vois venir. Vous êtes des choupinous, des petites libellules sagaces. Je vous vois de très loin. Ok ?
Ok, maintenant, en ce qui concerne les bureaux d'études, donc moi, vous le savez, mes vidéos, elles ne sont pas sponsorisées. Moi, j'ai un partenaire que j'ai depuis longue date qui est Chausson, pas parce que j'aime Chausson, mais parce qu'il m'a toujours répondu. Donc, c'est vraiment le truc le plus simple. C'est-à-dire, allô, ouais, putain, mais t'es en train de me répondre? Ouais. Ah, bah, du coup, ça me fait plaisir et je travaille avec toi. Voilà, donc Chausson, ils ont racheté une usine à Saint-Martin-de-Croix il y a quelques années en arrière. Qui est une usine spécialisée dans la fabrication de charpente industrielle. Donc moi, je travaille avec eux. Travailler avec qui vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Le seul truc, c'est de dire qu'en reprise, après sinistre, sur des dossiers sur lesquels il faut aller vite, sur lesquels il faut être bon, sur lesquels on ne peut pas se permettre d'être médiocre et de préconiser des solutions de reprise comme des pansements, si tu veux. Parce que je vous rappelle une chose, c'est qu'on a un devoir de remise à l'identique. On a un devoir, c'est pas une option, c'est pas optionnel, c'est pas parce que ce jour-là tu étais de bonne humeur, tu as décidé de faire bien. Non. Le donneur d'ordre, l'assureur, via la diligence de l'expert, te demande une remise à l'identique. Donc une moise, les gars, ce n'est pas une remise à l'identique. Moiser un entrée, ce n'est pas une remise à l'identique. Moiser un entrée de manière très incorrecte, hein, très aléatoire, de manière empirique, plus moiser des arbats où tu vas mettre des morceaux de sapin qui te tombaient sous la main, qui étaient bien blancs, qui étaient bien propres, et puis aller balancer trois spits cloués parce que tu te dis que ça fait joli, ok, bon. Mais moi, si un dossier comme ça tombe dans mes mains, puisqu'aujourd'hui, je te rappelle que je suis passé du côté obscur, du côté obscur de la force, eh ben moi, je t'envoie littéralement chier. Voilà. Bon. Donc moi, si l'assuré, il a une fermette, une charpente industrielle, je veux une charpente industrielle à la place. Je veux qu'elle soit dimensionnée, je veux qu'elle soit étudiée, je veux qu'elle soit moulinée en bureau d'études pour m'assurer que demain, il ne va pas y avoir un suraccident. Voilà, c'est tout. Ensuite, et je voulais faire une vidéo super rapide, mais ça ne va pas être le cas. Pour la mise en œuvre, parce que en fait la question que tu te poses, c'est tu dis mais Serge, comment tu fais une greffe? Bon, les gars, donc je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que j'ai mis une chemise, voilà. Mais en fait, j'en ai remplacé moi-même des charpentes, si ce n'est pas plus d'une centaine. C'est zéro. Voilà. Donc, et là, je vous parlais de 47 dossiers uniquement sur le PACA. Donc il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tu détuiles sur 3 fermes. Donc si tu as une ferme impactée, d'accord, tu détuiles sur 3 fermes. En général, tes pans de toiture, ils font 4,50 m, 5 mètres au rampant, on va dire. Allez, ça te fait 5 mètres par 2, allez, par 1,40, ça te fait 10 mètres carrés. Ça te prend 20 minutes hein, pour détuiler. Tu entreposes tes tuiles plus loin pour éviter qu'il y ait trop de descente de charge à ces endroits-là, parce qu'il ne faut pas non plus que ça te contrarie à la fois dans tes prises de cote et à la fois dans ton placement. Donc déjà, pour ta prise de cote, c'est pour ça que je te disais qu'il faut vérifier sur les fermes qui sont non impactées. Alors oui, j'ai oublié de te dire, putain, tu fais pas ta prise de cote sur une ferme impactée. Tu fais ta prise de cote sur une ferme non impactée. Je ne l'ai pas dit, mais ça me semblait un peu naturel quand même. Donc tu détuiles de part et d'autre, hein, tu envoies à gauche et tu envoies à droite. Donc c'est-à-dire que tu fais de l'espace, et tu fais de l'espace de manière à ce que tu tombes à l'axe de tes arbats sur les 2 fermes qui enclavent celle qui est impactée. Pourquoi? Parce que tu vas scier tes lithos qui font pureau là, tu vas les scier à l'axe de tes fermettes qui ne sont pas impactées, de manière à ce que derrière tu puisses revenir avec des lithos propres, même garder ceux que tu as débités, hein, s'ils sont toujours bons, ça ne pose aucun problème. Et tu fais ça jusqu'à ton fêtage, donc tu déposes ta ligne de fêtage. Alors oui, si tu es à Marseille, bah eux ils font de la maçonnerie au fêtage. Bon, ça j'arriverai jamais à comprendre, mais c'est comme ça. Ne m'en voulez pas les copains marseillais, hein, parce que j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Marseille, je te le dis, hein, mais ne m'en voulez pas. C'est pas une critique malsaine, c'est juste que normalement, au fêtage, on n'est pas censé mettre du mortier. Bon, ben c'est comme ça à Marseille, c'est comme ça, donc tu vas avec le burin, voilà. Bon. Et puis tu achètes des fêtières neuves. Parce que il y a de grandes chances que tu les pètes, tes fêtières. Bon, chez nous, il y a des closoirs. Bon, ouais, c'est archaïque, hein, les closoirs, mais ça marche bien quand même. Donc, du coup, tu lèves et t'enlèves tout ton pureau jusqu'à ta fêtière. Et ensuite, tu viens simplement enquiller ta ferme. D'accord? Je te montrerai avec les photos et les vidéos. Donc, c'est-à-dire que ta fermette, tu viens l'enquiller
et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ton talon. Et une fois que ton talon il est au bout, alors tu enlèves 3-4 tuiles au bout là-bas pour bien tirer ton talon, et parce que tu vas être obligé de réaliser ton ancrage sur ta sablière. D'accord? Mais c'est tout. Et tu laisses tes bois en place, tes bois impactés, tu les laisses en place. Tu vas venir reprendre, ensuite tu vas venir revisser tes arbats, côté impacté, côté non impacté. Donc tu n'auras pas besoin de d'étuiler pour venir visser, ça ne sert plus à rien, d'accord. Et côté impacté, par contre, ben, vu que tu as détuilé, tu vas pouvoir reclouer, si tu veux, tes lithos de pureau. Et tu vas pouvoir ramener tes anti-flambements, puisque tu les auras débités, tu n'auras pas le choix, hein, mais tu vas pouvoir ramener des anti-flambements. Ton anti-flambement, il n'est pas obligé d'être continu, ça n'a aucun... Tu n'as pas d'obligation technique à ce que ton anti-flambement soit continu. Tu peux très bien couper ton anti-flambement là, au niveau de ta ferme au niveau de ta dernière ferme qui n'est pas impactée, d'accord, et reprendre avec un anti-flambement de même section, dans la continuité. Structurellement, il n'y a aucun problème. Et c'est pareil pour tes listes d'équerrage, donc ça sera exactement la même chose. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, et je vais arrêter parce que 20 ou 30 minutes juste pour ça, c'est un peu trop long. Donc les gars, je vous dis ça avec les deux casquettes. Je vous dis ça avec la casquette du charpentier, que j'étais à l'époque. Quand vous avez une ferme industrielle impactée sur un incendie, vous ne la moisez pas, vous la changez. Il y a des partenaires que vous devez connaître, régionaux autour de vous, qui fabriquent de la ferme industrielle. Vous devez en avoir normalement tout le tour du ventre, il y en a de partout en France. Voilà. J'ai cité Chausson, cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée, je vous ai parlé de Chausson parce que c'est le cas et puis parce que vous allez voir sur les vidéos que c'est le camion Chausson, quoi. Mais ça peut être n'importe qui d'autre. Bon, voilà. Et maintenant, avec la casquette de l'expert, je vous dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, que je suis passé du côté obscur de la force, les moisages, je n'accepte plus. Donc moi, j'arrive sur un dossier, vous m'envoyez un devis, moisage des entrées, moisage des machins, les 3 quarts du temps, il n'y a même pas de détails, il n'y a rien. Je vous envoie littéralement chier. Voilà. Allez, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Donc vous, charpentiers, chers amis, ça ne vous concerne pas. Par contre, ça concernera les maîtreurs et ça concernera les bureaux d'études. Si, ça vous concernera aussi les charpentiers, mais ça, c'est votre métier, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc pour les maîtreurs, les chargés d'affaires et les bureaux d'études, j'ai un cours spécialisé sur la prise de cote d'une ferme impactée en après-sinistre, après incendie, et pour vous expliquer comment on ne se plante pas, parce que lorsque la fermette est débitée en usine, c'est fini, hein, vous y touchez plus. Voilà. Donc pour éviter d'avoir tout détuilé et de vous retrouver un matin avec le camion, le porteur qui arrive avec une ferme de 8,50 m ou de 9 mètres de long et de 1,40 m ou 1,50 m de haut, et de vous rendre compte quand vous avez tout coupé, tout débité, que la ferme elle rentre pas, c'est ça le vrai problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que la plupart de mes confrères, mes anciens confrères, pardon, ne voulaient pas faire du remplacement. C'est parce que c'est la prise de cote qui est compliquée, c'est pas le reste. Voilà. Le reste, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, vous passez beaucoup plus de temps à faire vos moises aléatoires, disgracieuses, et qui laissent un sentiment de pansement, de c'est pas fini. Parce que remplacer une ferme, les gars, une ferme impactée sur un pan de toiture à 30% traditionnel, sans trop de problèmes, 32-33%, je ne parle pas dans le Jura, je ne parle pas à Paris, d'accord, c'est une demi-journée. Voilà, c'est une demi-journée, c'est fini, c'est torché. Je vous embrasse, abonnez-vous les petits gars, soutenez ma chaîne, soutenez mon école, c'est ce que je vous demande, c'est pas payant, c'est pas payant. Je vous demande de soutenir ma chaîne parce que si vous soutenez ma chaîne, ça vous permet par la même occasion de soutenir mon école, et ce n'est pas payant, c'est juste du clic sur je m'abonne, je like. C'est parce que vous pensez que ce que je dis, c'est pas totalement déconnant, et que ce que je fais, c'est pas totalement déconnant. C'est tout ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes des professionnels, notamment sur ce type de vidéo. Je sais que je vais toucher les experts juniors, les experts seniors. Je sais que je vais toucher les chargés d'affaires. Je sais que je vais toucher les BE, les bureaux d'études, qui me diront pas l'inverse de ce que je viens de dire là, parce que ça serait étonnant. Donc moi, en contrepartie, ce que je vous demande, c'est d'être solidaire et de vous abonner. C'est gratos. Je vous embrasse les petites libilules, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, j'ai 50 ans, j'ai toujours pas de PlayStation 5, j'ai toujours pas de PlayStation 5, j'ai toujours pas de PlayStation 5, mais j'ai une plante verte.
Qiu